Elle avait 20 ans, pas un centime en poche, et elle dormait sous un pont depuis 11 jours. Alors quand un vieil homme lui a tendu un bout de papier froissé en échange de son dernier billet de 10 euros, elle a dit oui. Sur ce papier, il y avait un plan, des coordonnées, et une phrase, la grotte t'attend. Ce qu'elle a trouvé au bout de ce chemin, personne n'aurait pu l'imaginer. Et ce qu'elle a découvert sur le vieil homme a changé le sens de tout. Dis-nous, juste en bas dans les commentaires, depuis quelle ville tu nous écoutes. Clique sur le bouton « J'aime » et entrons dans l'histoire. Léa Morel avait grandi dans le système. Pas dans une famille, pas dans un foyer stable. Dans le système, celui des dossiers administratifs, des familles d'accueil qui changent tous les 6 mois, des assistantes sociales débordées qui te regardent avec une compassion fatiguée avant de tourner la page de ton dossier. Elle n'avait jamais connu ses parents biologiques. Son premier souvenir remontait à l'âge de 4 ans. Une femme en blouse blanche qui lui tendait un ours en peluche marron dans un bureau au néon trop blanc. « Tu vas aller dans une nouvelle maison, ma puce. » Cette phrase, Léa l'avait entendue 13 fois avant ses 18 ans. 13 maisons, 13 portes qu'on lui ouvrait, puis qu'on refermait. Certaines familles d'accueil avaient été correctes. Pas aimantes, mais correctes. Un lit propre. De la nourriture. Un silence poli qui passait pour de la paix. La famille Garnier, en Dordogne, avait été la meilleure. Monsieur Garnier était menuisier. Il ne parlait presque jamais, mais il lui avait construit une petite étagère en bois pour ses cahiers d'école. Madame Garnier préparait de la soupe tous les soirs et laissait toujours une veilleuse allumée dans le couloir parce qu'elle savait que Léa avait peur du noir. Léa était restée chez eux 9 mois. Les 9 meilleurs mois de sa vie. Puis l'assistante sociale avait décidé de la transférer ailleurs pour des raisons administratives de rééquilibrage territorial. Léa avait serré Madame Garnier dans ses bras si fort que la vieille dame avait pleuré. « Je reviendrai te voir », avait promis Léa. Elle n'était jamais revenue. Elle ne savait même plus dans quel village ils habitaient. D'autres familles avaient été moins clémentes. Elle se souvenait d'un couple dans le Lot-et-Garonne qui la faisait dormir dans un cagibi sous l'escalier et la présentait aux voisins comme « la petite qu'on aide ». Elle se souvenait d'un foyer collectif près de Lyon où les plus grands volaient les affaires des plus jeunes et où personne n'intervenait jamais. Elle se souvenait d'une femme qui lui répétait chaque jour « Tu devrais être reconnaissante. Sans nous, tu serais dans la rue ». Cette phrase l'avait poursuivie pendant des années, comme une prophétie qui attendait patiemment de se réaliser. Mais le pire, ce n'était pas la cruauté. Le pire, c'était l'indifférence. Léa avait appris très tôt que personne ne viendrait la chercher. Personne ne se battrait pour elle dans un tribunal. Personne ne passerait une nuit blanche à s'inquiéter si elle rentrait tard. Elle n'était pas un enfant qu'on attendait. Elle était un dossier qu'on transférait. À 18 ans, le système l'avait relâchée. Comme ça, sans filet. Le jour de son anniversaire, une éducatrice lui avait remis une enveloppe contenant ses papiers d'identité, un chèque de 320 € et un dépliant sur les aides au logement. Bonne chance, Léa. C'était tout. Elle avait tenu 2 ans. 2 ans de petits boulots précaires, de chambres louées à la semaine dans des immeubles humides, de repas sautés, de candidatures ignorées. Elle avait travaillé comme serveuse, femme de ménage, manutentionnaire. Elle avait dormi dans des foyers d'urgence quand les fins de mois arrivaient trop vite. Elle avait appris à compter chaque euro comme s'il était le dernier. Parce que souvent, il l'était. Et puis le dernier coup était tombé. L'entreprise de nettoyage qui l'employait avait fermé du jour au lendemain. Le patron avait disparu avec la caisse. Pas de dernier salaire. Pas de certificat de travail. Rien. Léa s'était retrouvée à la rue en plein mois de novembre, avec un sac à dos contenant tout ce qu'elle possédait, 2 pulls, un jean de rechange, une brosse à dents, un cahier à spirale, et un billet de 10 € plié dans la poche intérieure de sa veste. 10 €. Toute sa fortune. Pendant 11 jours, elle avait survécu sous un pont de l'Ardèche, près d'un village dont elle avait oublié le nom. L'endroit était suffisamment isolé pour qu'on ne la dérange pas, suffisamment abrité pour que la pluie ne l'atteigne pas directement. Elle buvait l'eau de la rivière. Elle mangeait ce qu'elle trouvait, des châtaignes tombées, des pommes oubliées dans un verger voisin, parfois un bout de pain récupéré dans la poubelle d'une boulangerie. Le froid la rongeait la nuit. Elle se roulait dans ses 2 pulls superposés, les genoux contre la poitrine, les mains entre les cuisses pour garder un peu de chaleur. Elle ne pleurait plus. Pleurer, ça demande de l'énergie. Et l'énergie, c'était une chose qu'elle ne pouvait plus se permettre de gaspiller. C'est le 12e jour que tout a basculé. Il faisait gris. Un gris épais, bas, qui collait aux collines comme une couverture mouillée.
Léa remontait le chemin qui longeait la rivière pour atteindre le village, espérant trouver un robinet public ou une fontaine. Ses jambes tremblaient. Sa tête tournait. Elle n'avait rien mangé depuis la veille. C'est là qu'elle l'a vu. Un vieil homme assis sur un muret de pierre, au bord du sentier. Il portait un béret usé, un manteau de laine brune trop large pour ses épaules maigres, et des chaussures de marche couvertes de boue séchée. Ses mains reposaient sur une canne en bois sombre. Son visage était un paysage de rides profondes, creusé par des décennies de soleil et de vent. Ses yeux, d'un bleu pâle presque transparent, fixaient la rivière en contrebas. Léa avait appris à éviter les inconnus. Surtout les hommes. Surtout quand on est une jeune femme seule et vulnérable. Mais quelque chose dans la posture de ce vieil homme la retint. Il ne la regardait pas. Il ne semblait même pas l'avoir remarqué. Il était simplement là, immobile, comme un rocher parmi les rochers. Elle allait passer son chemin quand il parla. « Tu dors sous le pont ?» Ce n'était pas une question. C'était un constat. Léa s'arrêta net. Comment pouvait-il savoir? « Je t'ai vu hier matin, » continua-t-il sans tourner la tête. « Et avant-hier. Et le jour d'avant. Je marche le long de la rivière tous les matins. » Léa ne répondit pas. Son cœur battait fort. Elle recula d'un pas. Le vieil homme leva enfin les yeux vers elle. Et ce qu'elle vit dans ce regard, ce n'était ni de la pitié ni de la curiosité malsaine. C'était autre chose. Quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis très longtemps. De la reconnaissance. Comme s'il la reconnaissait. Non pas elle en particulier, mais ce qu'elle traversait. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il. « Si tu veux bien. » Il sortit de la poche intérieure de son manteau un morceau de papier plié en 4. Jauni, usé aux pliures. Il le déplia lentement, avec des gestes lents et précis, comme s'il manipulait un objet précieux. C'était un plan, dessiné à la main. Des lignes d'encre noire sur du papier quadrillé. Des repères, une rivière, un sentier, un bosquet de chênes, une falaise, et au bout, un cercle, entouré 3 fois, avec un mot écrit en lettres capitales. Grotte. Il y a un endroit dans ces collines, dit le vieil homme. Un endroit que personne ne connaît. Un abri. Solide. Sec. Protégé du vent et du froid. Léa fronça les sourcils. Pourquoi un inconnu lui offrirait-il un abri? Il y avait forcément un piège. Il y avait toujours un piège. C'est quoi, l'arnaque? Demanda-t-elle, la voix rauque. Le vieil homme esquissa un sourire triste. 10 euros. Léa faillit rire. 10 euros. Le prix exact de tout ce qu'elle possédait encore. C'est tout ce que j'ai, murmura-t-elle. Je sais. Un silence. Elle aurait dû partir. Tourner les talons et s'éloigner. Mais quelque chose dans les yeux du vieil homme l'en empêchait. Ce bleu pâle, presque translucide, qui ne sciait pas, qui n'exigeait rien, qui attendait simplement. Léa sortit le billet de 10 euros de sa poche. Le regarda une dernière fois. Puis le tendit au vieil homme. Il le prit avec une lenteur cérémonieuse. Le plia, le glissa dans sa poche. Puis il lui tendit le plan. Suis le sentier qui monte derrière le moulin abandonné. À la fourche, prends à gauche. Quand tu atteins le bosquet de chênes centenaires, cherche le rocher qui ressemble à un visage. L'entrée est juste derrière. Il se leva du muret avec difficulté, s'appuyant sur sa canne. Et une chose encore. Il la regarda droit dans les yeux. Quand tu trouveras ce qui est à l'intérieur, ne juge pas trop vite. Lis tout, jusqu'au bout. Puis il s'éloigna sur le sentier, lentement, sa silhouette se fondant dans le gris du matin. Léa resta immobile pendant de longues minutes, le plan dans la main, le cœur battant entre la peur et l'espoir. Puis elle se mit en marche. Elle trouva le moulin abandonné sans difficulté. Une structure de pierre grise dont le toit s'était effondré depuis longtemps, envahi par le lierre et les ronces. Derrière, le sentier grimpait entre les châtaigniers et les genêts. L'air sentait la mousse humide et la terre froide. Le silence était total, à peine troublé par le cri lointain d'un rapace. À la fourche, elle prit à gauche, comme indiqué. Le chemin devenait plus étroit, plus sauvage. Les branches basses griffaient ses épaules. Le sol, couvert de feuilles mortes, glissait sous ses pieds. Puis elle les vit. Les chênes centenaires. 5 arbres massifs, au tronc si large qu'il aurait fallu 3 personnes pour en faire le tour. Leurs branches s'entrelaçaient au-dessus du sentier comme une voûte naturelle, filtrant la lumière grise en une mosaïque d'ombre. Et là, au pied de la falaise calcaire qui se dressait derrière les chênes, le rocher. Il ressemblait effectivement à un visage.
Un profil de pierre, avec un front bombé, un nez aquilin, un menton carré. Comme si la montagne elle-même avait sculpté un gardien silencieux. Léa contourna le rocher, et elle vit l'entrée. Une ouverture étroite dans la roche, à peine assez large pour laisser passer une personne. De l'extérieur, elle était presque invisible, dissimulée par des fougères et des branches de buis sauvages. Sans le plan, jamais elle ne l'aurait trouvée. Elle hésita un instant. L'obscurité au-delà de l'entrée était totale. L'air qui en sortait était frais, avec une odeur de terre et de calcaire. Pas d'odeur animale. Pas de bruit. Elle entra. Les premiers mètres furent les plus difficiles. Léa avançait à tâtons, les mains glissant sur la roche humide, les pieds cherchant chaque prise. Le passage descendait légèrement, puis s'élargissait brusquement. Et soudain, elle sentit un espace. Un espace immense. Sa respiration résonnait différemment. L'écho lui renvoyait le son de ses propres pas avec un léger retard, comme si la grotte était vaste. Elle sortit son téléphone, mort depuis 3 jours, mais elle pouvait encore utiliser la lampe torche pendant quelques secondes en forçant l'allumage. Un flash de lumière. Ce qu'elle vit la fit reculer d'un pas. Ce n'était pas une grotte sauvage. C'était un espace aménagé. Le sol avait été nivelé et recouvert de dalles de pierre plate, parfaitement ajustées. Les parois avaient été lissées par endroits, creusées de niches à hauteur régulière. Au centre, une table en bois massif, solide, propre. 2 chaises. Et contre le mur du fond, un lit. Un vrai lit. Avec un matelas. Des couvertures pliées. Un oreiller. Léa sentit ses jambes faiblir. Elle fit quelques pas de plus. Dans les niches creusées dans la roche, elle découvrit des boîtes de conserve empilées méthodiquement. Des bouteilles d'eau. Des bougies. Des allumettes dans un bocal hermétique. Du savon. Une serviette. Un petit réchaud à gaz avec une cartouche neuve. Et des livres. Des dizaines de livres, rangés avec soin sur des étagères de pierre. Des romans. Des manuels pratiques. Des guides de survie. Des ouvrages de botanique, d'astronomie, de philosophie. Léa alluma une bougie d'une main tremblante. La flamme projeta sur les parois une lumière dorée qui transforma la grotte en quelque chose qui ressemblait à un foyer. Elle s'assit sur le lit. Le matelas était ferme, propre, sec. Les couvertures sentaient la lavande séchée. Quelqu'un avait glissé des sachets d'herbes aromatiques entre les plis du tissu pour les protéger de l'humidité. Et c'est là, en s'asseyant, qu'elle aperçut quelque chose sur la table. Une enveloppe, blanche, non cachetée. Sur le devant, une écriture fine, régulière, à l'encre bleue. À celui ou celle qui trouvera cet endroit. Léa ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite de plusieurs pages. Elle commença à lire. Mon nom est Agnès Delacroix. J'ai 73 ans au moment où j'écris ces lignes. Je suis né dans cette vallée. J'y ai grandi. J'y ai aimé. J'y ai souffert. Et c'est ici que j'ai décidé de laisser ma trace. Si tu lis cette lettre, c'est que quelqu'un t'a conduit jusqu'ici. Ce n'est pas un hasard. La personne qui t'a donné le plan t'a observé. Elle t'a choisi. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu te bats. Cette grotte a une histoire. Elle a été mon refuge quand j'avais ton âge. Léa sentit un frisson parcourir son dos. La lettre continuait. En 1970, j'avais 19 ans. Je venais de perdre mes parents dans un accident de voiture sur la Nationale 7. Je n'avais ni frère, ni sœur, ni oncle, ni tante. La maison familiale a été saisie pour payer des dettes que j'ignorais. En l'espace de 3 semaines, je suis passé d'une vie normale à rien. J'ai dormi dans des granges, dans des fossés, dans des gares. J'ai volé de la nourriture dans les marchés. J'ai mendié devant les églises. J'avais honte. Tellement honte que je me cachais dès que je voyais quelqu'un qui aurait pu me reconnaître. C'est un berger qui m'a montré cette grotte. Un homme âgé, aux mains calleuses, qui gardait ses moutons sur les collines au-dessus de la rivière. Il m'avait vu dormir dans un champ, sous la pluie. Il ne m'a pas posé de questions. Il m'a simplement dit « Suis-moi ». Il m'a conduit ici. À cette époque, ce n'était qu'une cavité naturelle dans la falaise. Rien de plus. Mais c'était sec, protégé, invisible depuis le sentier. Le berger s'appelait Henri. Il revenait chaque semaine avec du pain, du fromage et de l'eau fraîche. Il ne demandait rien en retour. Il disait simplement « La montagne a toujours protégé ceux qui n'ont nulle part où aller ». Léa tourna la page. Ses mains tremblaient légèrement. J'ai vécu ici pendant 8 mois. 8 mois pendant lesquels j'ai reconstruit ma vie, jour après jour,
pierre après pierre. J'ai aménagé la grotte avec ce que je trouvais. J'ai appris à cultiver un petit jardin caché derrière les chênes. J'ai appris à lire les étoiles, à prévoir la météo, à reconnaître les plantes médicinales. Et surtout, j'ai appris que la solitude n'est pas une condamnation. C'est parfois un passage. Un sas entre la vie qu'on subissait et celle qu'on va construire. Un jour, Henri m'a apporté autre chose que du pain. Il m'a apporté un formulaire d'inscription pour un programme d'études par correspondance. Il avait payé les frais lui-même. « Tu es trop intelligente pour rester dans une grotte toute ta vie », m'a-t-il dit. J'ai étudié pendant 3 ans. Puis j'ai passé des concours. Puis j'ai été accepté à l'université de Montpellier. Puis j'ai obtenu un diplôme de médecine. Puis j'ai ouvert un cabinet dans ce village même, celui où tu m'as peut-être croisé sans le savoir. Je suis devenu médecin de campagne. Pendant 40 ans, j'ai soigné les gens de cette vallée. Les bergers, les agriculteurs, les enfants, les personnes âgées. Et chaque matin, en ouvrant les volets de mon cabinet, je regardais les collines, et je pensais à la grotte. Mon refuge, l'endroit qui m'avait sauvé la vie. Léa reposa la lettre un instant. Elle respirait fort. Quelque chose montait dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'elle ne savait plus comment l'appeler. De l'espoir. Elle reprit la lecture. Henri est mort en 1978. Il m'avait légué sa bergerie, ses terres et un secret. Avant d'être berger, Henri avait été résistant pendant la guerre. Cette grotte n'avait pas toujours été un simple abri pour les égarés. Pendant l'occupation, elle avait servi de cache pour des familles juives en fuite vers la Suisse. Henri et 3 autres hommes du village les guidaient à travers les montagnes, de nuit, en passant par un réseau de grottes reliées entre elles. 47 personnes ont été sauvées grâce à ces passages. 47 vies. Des enfants qui s'accrochaient aux mains de leur mère dans l'obscurité. Des vieillards qui avançaient en silence malgré la douleur dans leurs genoux. Des familles entières qui passaient des nuits dans cette grotte même, enveloppées dans des couvertures, attendant le signal d'Henri pour reprendre la marche. Il y avait des traces de leur passage gravées dans la pierre, près de l'entrée. Des initiales, des dates, des étoiles. Léa les avait prises pour des marques naturelles de la roche. Elles étaient en réalité les signatures silencieuses de ceux qui avaient survécu. Henri n'avait jamais demandé de médaille. Il n'avait jamais raconté son histoire aux autorités. Il avait simplement continué à garder ses moutons sur les collines, comme si sauver des vies était aussi naturel que mener un troupeau d'un pâturage à l'autre. Quand Henri m'a raconté cette histoire, j'ai compris quelque chose de fondamental. Un lieu n'est pas seulement un lieu. Un lieu est ce que les gens en font. Cette grotte avait été un sanctuaire. Un chemin vers la survie. Et Henri voulait qu'elle le reste. Alors j'ai fait une promesse. Je l'ai aménagée. J'ai creusé des niches pour le rangement. J'ai nivelé le sol. J'ai installé un lit. J'ai stocké des provisions. Et j'ai créé un réseau. Discret. Invisible. Des gens de confiance dans le village et les alentours, qui repèrent ceux qui sont dans le besoin. Pas les institutions. Pas les associations officielles. Des gens. Des êtres humains qui regardent. Qui voient. Et qui agissent. Quand ils trouvent quelqu'un, ils lui tendent un plan. Contre 10 euros. Pourquoi 10 euros? Pas pour l'argent. 10 euros, ça ne vaut rien. C'est pour la dignité. Donner quelque chose en échange, même un montant symbolique, permet à celui qui reçoit de ne pas se sentir comme un objet de charité. C'est un échange. Un pacte. Tu donnes ce que tu as, et en retour, on te donne un lieu où recommencer. Voilà pourquoi tu es ici. Voilà pourquoi la grotte t'attend. Léa resta immobile pendant un long moment, la lettre entre les mains, les yeux fixés sur la flamme de la bougie. Les ombres dansaient sur les parois de la grotte, projetant des formes mouvantes qui ressemblaient à des silhouettes humaines, comme si les 47 personnes sauvées pendant la guerre étaient encore là, quelque part, dans la mémoire de la pierre. Elle pleura. Pour la première fois depuis des mois, elle pleura vraiment. Pas les larmes sèches et rageuses de la frustration. Pas les sanglots étouffés de la honte. Des larmes profondes, libres, qui emportaient avec elles des années de solitude, d'indifférence, de portes fermées. Elle pleura parce qu'un berger mort depuis des décennies avait un jour décidé qu'une jeune femme perdue méritait qu'on s'intéresse à elle. Elle pleura parce qu'une femme devenue médecin avait transformé ce geste en un système entier, invisible, silencieux, dédié à ceux que le monde avait oubliés. Et elle pleura parce que, pour la première fois de sa vie, quelqu'un avait choisi de la voir. Cette nuit-là, Léa dormit mieux qu'elle n'avait dormi depuis des années. Le matelas était ferme et chaud. L'air de la grotte, à température constante,
l'enveloppait comme une couverture naturelle. Le silence n'était pas un silence de solitude. C'était un silence de protection, de pierres anciennes, de murs qui avaient abrité d'autres vies avant la sienne. Les jours suivants, Léa explora chaque recoin de la grotte. Elle découvrit que le réseau de niches contenait bien plus que de la nourriture. Il y avait des vêtements propres, soigneusement pliés, de plusieurs tailles. Il y avait des produits d'hygiène. Il y avait une trousse de premiers soins. Et il y avait un classeur. Un classeur en plastique rouge, rangé dans la niche la plus haute. À l'intérieur, Léa trouva des documents administratifs vierges. Des formulaires de demande d'aide au logement. Des listes d'associations locales. Des numéros de téléphone de travailleurs sociaux spécialisés dans l'aide aux jeunes adultes. Des fiches pratiques expliquant comment refaire ses papiers, comment ouvrir un compte bancaire sans adresse fixe, comment s'inscrire à Pôle emploi. Et au fond du classeur, une autre lettre. Si tu as trouvé ce classeur, c'est que tu es resté plus d'une nuit. Bien. Cela veut dire que tu es prêt à te battre. La grotte est un abri, pas une fin. Elle est là pour te donner le temps de respirer, de te reposer, de rassembler tes forces. Mais elle n'est pas faite pour que tu y restes pour toujours. Quand tu seras prêt, descends au village. Cherche la pharmacie au coin de la place. Demande Madeleine. Dis-lui simplement, Agnès m'envoie. Elle saura quoi faire. Léa relut cette phrase 3 fois. Agnès m'envoie. Elle n'était pas encore prête. Pas tout de suite. Mais elle sentait quelque chose changer en elle. Comme une graine qui craque sous la terre. Comme une lumière lointaine qui se rapproche. Pendant 2 semaines, Léa vécut dans la grotte. Elle établit une routine. Le matin, elle sortait avant l'aube, quand le brouillard recouvrait encore la vallée. Elle marchait le long de la rivière, remplissait ses bouteilles à une source qu'elle avait repérée en amont. Elle cueillait des herbes sauvages, du thym, du romarin, de la menthe, qu'elle faisait sécher sur les rochers au soleil. L'après-midi, elle lisait. Les livres de la grotte ouvraient des mondes qu'elle n'avait jamais explorés. Elle dévora un manuel de botanique qui lui apprit à identifier les plantes comestibles de la région. Elle lut un traité de philosophie stoïcienne qui lui enseigna que la souffrance pouvait être transformée en force. Elle découvrit un roman sur une femme qui avait traversé l'Atlantique en solitaire et qui avait écrit « La mer ne juge pas. Elle porte ou elle engloutit. À toi de choisir si tu nages ou si tu coules. » Le soir, à la lueur des bougies, elle écrivait dans son cahier à spirale. Des pensées, des plans, des listes de choses à faire, d'objectifs, de rêves qu'elle n'avait jamais osé formuler. Et puis, un matin, en sortant de la grotte, elle trouva un panier devant l'entrée. Du pain frais, du fromage de chèvre, des pommes, une bouteille de jus de fruits. Et un petit mot, courage. Tu n'es pas seul. Pas de signature. Pas de nom. Léa regarda autour d'elle. Personne. Seulement les chênes, la falaise, le silence. Quelqu'un veillait sur elle. Le réseau dont parlait la lettre d'Agnès existait réellement. Les paniers apparaissaient 2 fois par semaine. Toujours à l'aube. Toujours sans que Léa puisse voir qui les déposait. Le contenu variait. Parfois de la nourriture chaude, dans un thermos. Parfois des vêtements propres, exactement à sa taille. Une fois, un bonnet tricoté à la main, avec une petite étiquette cousue à l'intérieur qui disait « Fait par Suzanne, 82 ans. Tiens bon, ma petite. » Léa serra le bonnet contre sa poitrine ce soir-là, comme si c'était le cadeau le plus précieux qu'elle avait jamais reçu. Parce que c'était le cas. Le 15e jour, Léa prit une décision. Elle descendit au village. C'était un bourg minuscule accroché au flanc d'une colline, avec une église romane, un café-tabac, un four à pain communal, une pharmacie au coin de la place. Elle entra. Derrière le comptoir, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux poivre et cils relevés en chignon la regardait avec des yeux vifs, attentifs. Le genre de regard qui évalue sans juger. « Bonjour. Je cherche Madeleine. » La femme inclina légèrement la tête. « C'est moi. » Léa prit une inspiration profonde. « Agnès m'envoie. » Le visage de Madeleine changea immédiatement. Pas de surprise. Pas de choc. Quelque chose de plus subtil. Un passage, comme si un voile se levait, révélant une douceur qu'elle gardait habituellement cachée derrière son professionnalisme. « Suis-moi. » Madeleine ferma la pharmacie, retourna la pancarte sur « Fermé » et guida Léa vers une arrière-salle. C'était un bureau simple, avec un ordinateur, un téléphone et des classeurs alignés sur des étagères. Madeleine prépara du café, posa une assiette de biscuits devant Léa et s'assit en face d'elle. « Raconte-moi. » Et Léa raconta. Tout. Les familles d'accueil.
le système, les 18 ans, la rue, le pont, le vieil homme, le plan, la grotte, la lettre d'Agnès. Madeleine écoutait sans interrompre, les mains croisées sur la table. Quand Léa eut fini, Madeleine ouvrit un tiroir et en sortit un dossier. Agnès Delacroix est morte il y a 5 ans. Léa sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Mais avant de mourir, continua Madeleine, elle a mis en place quelque chose d'extraordinaire. Madeleine ouvrit le dossier. Agnès a créé une fondation, discrète, non déclarée officiellement, pour éviter la bureaucratie, financée par son propre patrimoine, celui d'Henri, et par les dons de chaque personne que la grotte a sauvée au fil des décennies. Léa écarquilla les yeux. Chaque personne. Tu n'es pas la première, Léa. Tu es la 37e. Le chiffre la frappa comme un coup de poing silencieux. 37 personnes. 37 vies sauvées par une grotte, un plan, et un billet de 10 euros. Madeleine continua. Chaque personne qui passe par la grotte reçoit la même chose. Un abri, du temps, des ressources. Et quand elle est prête, un accompagnement. Un vrai, pas celui des administrations qui t'envoient de bureau en bureau. Un accompagnement humain. Logement, formation, emploi. Et surtout, une famille. Une famille. Un réseau de personnes qui sont passées par le même chemin que toi. Des gens qui comprennent, qui soutiennent, qui ne jugent pas. Certains sont devenus boulangers, mécaniciens, infirmiers. L'un d'eux est devenu maire d'un village voisin. Une autre est professeure d'université à Toulouse. Madeleine sortit un album photo du tiroir. Des visages, des dizaines de visages. Hommes, femmes, jeunes, moins jeunes. Chacun accompagné d'un petit texte manuscrit. Numéro 4, Samir, 23 ans quand il est arrivé. Réfugié. Sans papier. Aujourd'hui chef cuisinier à Valence. Numéro 12, Claire, 19 ans. Sortie de foyer. Aujourd'hui sage-femme à Privas. Numéro 28, Thomas, 25 ans. Ancien toxicomane. Aujourd'hui éducateur spécialisé. Il accompagne les jeunes de la grotte depuis 8 ans. Léa toucha les photos du bout des doigts. Et le vieil homme, murmura-t-elle. Celui qui m'a donné le plan. Qui est-il? Madeleine sourit. Il s'appelle Marcel. C'est le numéro 1. Léa resta bouche bée. Marcel était le premier. La toute première personne qu'Agnès a aidée après Henri. Il avait 17 ans en 1975. Orphelin. Sans abri. Ses parents avaient été tués dans un incendie qui avait ravagé leur ferme un soir de Mistral. Marcel avait survécu parce qu'il dormait dans la grange, à l'écart de la maison. Il s'était réveillé entouré de flammes, avait couru dans la nuit, pieds nus, et avait regardé sa vie entière brûler sans pouvoir rien faire. Agnès l'a trouvé 3 semaines plus tard, en train de dormir dans le cimetière du village, recroquevillé contre la tombe de ses parents. Elle ne lui a pas demandé s'il avait besoin d'aide. Elle lui a simplement dit « Lève-toi, suis-moi ». Et elle l'a conduit à la grotte. Elle l'a aidé à se reconstruire. Il est devenu menuisier. C'est lui qui a fabriqué la table et les chaises que tu as vues là-haut. C'est lui qui a nivelé le sol de pierre, creusé les niches, installé les étagères. Chaque amélioration de la grotte, c'est l'œuvre de ses mains. Et quand Agnès est devenue trop âgée pour continuer, Marcel a repris le flambeau. Chaque matin, depuis plus de 40 ans, il marche le long de la rivière. Il observe, il attend. Il cherche dans les regards des passants cette lueur particulière, celle de quelqu'un qui a tout perdu mais qui n'a pas encore cessé de se battre. Léa pensa au vieil homme sur le muret, à ses yeux bleus, à sa voix calme, à la manière dont il avait dit « Je sais », quand elle avait murmuré que 10 euros étaient tout ce qu'elle possédait. Il savait, parce qu'il était passé par là, parce qu'il avait été elle. Léa sentit quelque chose se briser en elle. Pas une brisure douloureuse, une brisure nécessaire, comme un barrage qui cède et libère l'eau retenue trop longtemps. Elle comprit alors ce que signifiait vraiment le billet de 10 euros. Ce n'était pas un prix, c'était une clé. La clé d'une chaîne invisible qui reliait un berger résistant à une jeune médecin à un orphelin menuisier à une jeune femme sans abri assise dans une pharmacie de village. Et cette chaîne ne s'arrêtait jamais. Les mois qui suivirent transformèrent la vie de Léa. Madeleine l'aida à obtenir un logement social dans le village voisin. Un studio modeste, propre, lumineux, avec une vue sur les collines. Thomas, le numéro 28, devenu éducateur, l'accompagna dans ses démarches administratives. Claire, la numéro 12, sage-femme,
lui trouva un stage d'observation à l'hôpital de Privas. Parce que Léa avait découvert quelque chose dans la grotte. Pas seulement un refuge, pas seulement de l'espoir, mais une vocation. La lettre d'Agnès avait planté une graine. Léa voulait devenir médecin. Ce n'était plus un rêve abstrait, le genre de fantasme qu'on entretient pour s'endormir moins triste. C'était un plan. Concret. Structuré. Elle avait lu les manuels de la grotte. Elle avait étudié les fiches. Et elle avait compris que si Agnès, une orpheline de 19 ans dormant dans une cavité de montagne, avait réussi à entrer en fac de médecine, alors rien ne l'empêchait, elle non plus. La fondation finança sa remise à niveau scolaire. En 6 mois, Léa obtint son baccalauréat par équivalence. Ses résultats furent excellents. Pas parce qu'elle était un génie, mais parce qu'elle avait faim. Faim de savoir. Faim de prouver. Faim de devenir quelqu'un dont la petite fille de 4 ans, celle qui serrait un ours en peluche marron dans un bureau au néon blanc, pourrait enfin être fière. Elle étudiait 12 heures par jour. Dans son studio, à la bibliothèque du village, et parfois encore dans la grotte, quand elle avait besoin du silence particulier de la pierre pour se concentrer. Les manuels de biologie et de chimie remplaçaient peu à peu les romans sur les étagères de sa chambre. Et chaque soir, avant de dormir, elle relisait un passage de la lettre d'Agnès qu'elle avait recopié dans son cahier. La solitude n'est pas une condamnation. C'est parfois un passage. Thomas venait la voir une fois par semaine. Il marchait le long de la rivière, comme Marcel le faisait chaque matin, et il parlait. De ses progrès, de ses doutes, de ses peurs. Thomas ne minimisait jamais ce qu'elle ressentait. Il écoutait, puis il disait, la peur est normale. Continue quand même. 1 an après avoir trouvé la grotte, Léa fut acceptée à la faculté de médecine de Montpellier. La même université qu'Agnès. Le jour de la rentrée, elle reçut un colis. À l'intérieur, un stéthoscope gravé. Sur le métal, une inscription fine, d'une grotte à l'autre. Marcel. Et au fond du colis, un billet de 10 €, plié en 4. Avec un mot, celui que tu m'as donné ce matin-là. Garde-le. Un jour, tu le tendras à quelqu'un qui en aura besoin. Léa serra le billet dans sa main. Elle comprenait maintenant. Les 10 € ne lui avaient jamais appartenu. Ils appartenaient à la chaîne. Au mouvement. À cette chose invisible et têtue qui fait qu'un berger aide une orpheline, qu'une orpheline aide un menuisier, qu'un menuisier aide une étudiante, et qu'une étudiante, un jour, aidera quelqu'un d'autre. 3 ans plus tard, pendant ses vacances d'été, Léa retourna à la grotte. Elle monta le sentier familier, passa devant le moulin abandonné, trouva la fourche, tourna à gauche, traversa le bosquet de chênes centenaires, contourna le rocher au visage de pierre. L'entrée était toujours là, discrète, invisible, protégée. Elle entra. La table, les chaises, le lit, les livres, les niches, tout était là, intact, entretenu avec soin. Quelqu'un continuait à approvisionner les réserves. Quelqu'un continuait à changer les draps. Quelqu'un continuait à placer des sachets de lavande entre les couvertures. Sur la table, l'enveloppe d'Agnès avait été remplacée par une nouvelle. Léa l'ouvrit. L'écriture était celle de Marcel. « Chère Léa, tu es la 37e. Mais tu ne seras pas la dernière. J'ai 86 ans. Mes jambes ne me portent plus très loin. Mes yeux voient de moins en moins bien. Mais mon cœur voit toujours aussi clair. Madeleine prend ma relève pour les paniers. Thomas continue l'accompagnement. Claire forme les prochains bénévoles. Mais il manque quelqu'un. Il manque la personne qui marchera le long de la rivière, à l'aube. Qui observera. Qui saura reconnaître, dans un regard perdu, la lueur de quelqu'un qui mérite qu'on lui tende un plan. Cette personne, c'est toi, si tu le veux. Henri a sauvé Agnès. Agnès m'a sauvé. Je t'ai sauvé. À ton tour maintenant. La grotte t'attend. Marcel. Léa reposa la lettre. Elle sortit de la grotte et s'assit sur le rocher, au visage de pierre. Devant elle, la vallée s'étendait sous le soleil couchant. La rivière brillait comme un fil d'argent entre les collines. Les chênes centenaires murmuraient dans le vent du soir. Un rapace tournait lentement dans le ciel, porté par les courants ascendants, dessinant des cercles invisibles au-dessus de la falaise. Léa pensa à Henri, le berger résistant, qui avait guidé 47 âmes à travers ces montagnes dans l'obscurité. Elle pensa à Agnès, l'orpheline devenue médecin, qui avait soigné cette vallée pendant 40 ans avec des mains qui avaient connu la faim et le froid. Elle pensa à Marcel, le garçon qui avait perdu sa famille dans les flammes et qui, 50 ans plus tard,
marchait encore le long de la rivière chaque matin, cherchant dans les regards des autres la douleur qu'il avait appris à transformer en force. Elle pensa à Suzanne, 82 ans, qui tricotait des bonnets pour des inconnus. À Madeleine, qui fermait sa pharmacie sans hésiter pour tendre une tasse de café à quelqu'un qui avait besoin qu'on l'écoute. À Thomas, qui avait traversé l'enfer de l'addiction et qui revenait chaque semaine prouver qu'on pouvait en sortir. Elle pensa à tous ces gens qui ne se connaissaient pas forcément, qui ne vivaient pas forcément au même endroit, qui ne partageaient ni le même âge ni la même histoire, mais qui étaient reliés par un fil invisible. Le fil de la grotte. Le fil des 10 euros. Le fil de cette idée simple et obstinée qu'un être humain ne devrait jamais dormir dehors en croyant que personne ne pense à lui. Elle sortit de sa poche le billet de 10 euros. Celui de Marcel. Celui qui avait tout commencé. Elle le déplia lentement. Et elle sourit, parce qu'elle savait exactement ce qu'elle allait faire. Quelque part, dans cette vallée, sous un pont ou dans une grange, au bord d'une route ou au fond d'un fossé, quelqu'un dormait ce soir-là en croyant que personne au monde ne pensait à lui. Quelqu'un dormait en ayant perdu tout espoir. Mais demain, au lever du jour, Léa marcherait le long de la rivière. Et elle tendrait un plan. Contre 10 euros. Parce que 10 euros, c'est le prix exact d'une vie qui recommence.